Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ecopole, diffusée chaque jeudi aux environs de 22h10 et la rediffusion, c'est le vendredi à 8h30 avant l'émission Canal Presse. Je dis merci et bonjour à tous les internautes qui nous écrivent de partout à travers le monde, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique du Sud, le Congo profond, Brazzaville en face. Nous vous disons merci pour la confiance. Nous sommes là pour évoquer des problèmes d'actualité ici en République démocratique du Congo, comme vous avez l'habitude de le suivre. Et bien ce soir, je vous ramène une personnalité du monde politique. Il est passé une fois sur ce plateau, mais il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de réactions positives. Parce qu'il avait dit des choses assez fortes. Aujourd'hui, nous allons réévaluer un peu la politique, faire un peu la mise à jour de ce qui se passe, faire si possible une projection de l'avenir. Il s'appelle M. Kobange Mbelenga Patrice, les intimes l'appellent Yapati. Il est expert en sécurité et défense, analyste politique. Donc, vous voyez un peu la casquette de la personne. Un homme assez pointillé et assez mûr. Monsieur Patrice, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Marion. C'est pas facile de vous avoir. Je sais que vous êtes vraiment à 100 à l'heure. Ouais. Je me suis battu pour vous avoir. On est dans C'était important de le faire. Oui. Et d'ailleurs, je te remercie pour avoir pensé encore à moi pour que je puisse venir encore Très important. passer à cette émission. Que je loue déjà la grandeur de cette émission, les analyses, tout ça, parce que je les suis. Je suis vraiment un amateur de cette émission. Et je voudrais bien encore mettre encore un peu plus de l'expertise sur ce que j'ai connu. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation préoccupante. Nous devons tous, en tant que Congolais, mettre des nôtres pour que ces pays sortent de cet enfermement. Moi, je dis de cela, enfermement, parce qu'on est en train de tournoyer depuis 30 ans. En fait, nous sommes dans un trou. Nous sommes dans un trou. Je crois que là, excusez-moi de vous interrompre, c'est peut-être votre mot introductif, mais je vais vous relancer. Nous allons avoir un cheminement où je vais vous laisser le temps d'expliquer, bien entendu, la matière. Je rappelle aux téléspectateurs, vous étiez candidat lors des élections qui se sont déroulées. On a conscience, quel est le regard que vous apportez sur ces élections qui se sont déroulées? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous retenez de ces élections-là? Bon, je pense déjà que ces élections étaient biaisées. Du moment où, en tant que candidat, je faisais partie d'un regroupement qui avait comme coordonnateur Jacques Yaboula. Et du coup, comme ça, ayant été avec 400 candidats, vous voyez un peu 400 candidats. Énorme. Énorme, hein? 400 candidats. On arrive... C'est Ardev, je crois. Oui, voilà, Ardev. Bon, je suis tombé dans Ardev comme un cheveu dans la soupe parce que j'étais avant tout avec dans le regroupement de Jacquemain Chabani, Okay. Et le prof c'est lui qui est aujourd'hui au Sénat là. Vice-président. Je vois. Et du coup, c'est passé des petites choses qui n'ont pas permis que je puisse participer à ces regroupements-là. Parce qu'il y avait une dame qui avait écrit derrière moi qu'on avait écarté le parti en question que j'avais adhéré pour participer aux élections. Donc, du coup, comme j'avais aussi mes candidats à proposer, on m'a proposé à moi seul. Moi, j'avais pas de problème, en fait. J'ai pas de problème, je pouvais encore rester au regroupement. Mais, sachant que pour l'intérêt que j'avais, venir comme ça seul, je pesais pas. Ouais. Donc, il fallait absolument que je puisse trouver un moyen d'encadrer aussi, de mettre aussi les autres compatriotes en lice.
Et ce qui s'est passé que, bon, ben, je suis tombé sur Ardev. Comme ça, on m'a proposé, oh, non, et voilà, vous pouvez venir parce que. Alors, j'ai accepté. Ça s'est bien passé. Je suis le meilleur candidat élu dans la sécurité de la FUNA, je crois. De la FUNA. Ça, c'est incontesté, incontestable même. Donc, et du coup, on était sûr et certain, je dis bien sûr et sûr, avec les preuves qu'on avait, le matériel, et du coup, on arrive, bon, le fameux David Kadima, c'est ça? Kadima, il y avait des guéguerres, il y avait des problèmes entre Kiaboula et puis, je sais pas, je ne sais même pas de compréhension. Je ne veux même pas entrer là-dedans parce que ça ne me regarde pas. Mais ce qui me regarde tout simplement, parce que vous avez écarté des élites, vous avez écarté des bonnes personnes, vous avez écarté des gens qui pouvaient contribuer aujourd'hui à cette assemblée que je vois, une assemblée qui ne joue pas son rôle jusque-là. Donc, des gens qui n'ont même pas la matière, les gens qui connaissent rien, mais se retrouvent à l'assemblée aujourd'hui. Très bien. Vous voyez. Alors, là, ils nous ont carrément, je dis, carrément écarté pour dire que nous n'avons pas atteint le seuil. C'est de là que je voulais venir. Est-ce que y a-t-il moyen, parce qu'on voit évoluer, de revenir à ce seuil où il faut le faire disparaître? Non, il faut écarter cela parce que c'est un jeu dangereux. Je suis victime de ces jeux-là parce qu'ils n'ont trouvé que le prétexte de dire, voilà, ils n'ont pas atteint les seuils, donc on les écarte. Ni c'était cela, je serais élu parce que j'avais tous mes j'ai fait 14 780 voix. Et quand je regarde maintenant les gens qui sont aujourd'hui députés de la FUNA, ça laisse à désirer. Ça fait rire quand même. Ça me fait rire et ça laisse à désirer. Comment vous pouvez écarter des gens sans pour autant avoir une jugeote, en fait, un jugement, une analyse de manière juste et correcte, de dire que non, ben, la personne là mérite, même si j'avais pas réussi. Du moment où j'étais candidat, on pouvait dire non, bah écoutez, nous connaissons Kobangué, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment un vieux loup dans la politique. Et qui a une base. Voilà, il a aussi sa base et tout, donc on pouvait mettre ces genres de personnes. J'avais même proposé à cette époque-là de dire que non, quand je vois un peu la caricature de ces élections, je disais, mais on prend les patachons, voilà. Les gens moins faibles, en fait. On prend les patachons, on prend les vendeurs de chiens, on prend tout le monde, on les éjecte dans les lots, et puis voilà ce que ça donne. Oui, ce que ça donne, le Parlement ne travaille pas. Depuis qu'ils sont là, dis-moi un instant, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont en termes d'impact, qu'est-ce qu'ils ont sorti comme loi, qu'est-ce qu'ils ont fait jusque là. Ils sont en train de prendre l'argent pour rien. On retient que Kadima, le départ a été faussé, et que les choses doivent changer parce qu'on a déjà tourné la page, même s'il y a beaucoup de choses, ça fait mal. Ça, on doit se dire, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Il y a beaucoup de Congolais qui sont tombés dans ce piège. Moi, j'appelle ça un piège, en fait. Voilà. Bientôt, quelques années, 2028, de manière naturelle, nous reportons aux élections. Le bilan du chef de l'État, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. 5 ans, maintenant il est pratiquement à son deuxième mandat. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour permettre, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre au chef de l'État de bien avancer jusqu'en 2028? Je voudrais, s'il faut parler au chef de l'État comme vous me le demandez, j'ai un conseil à lui donner. Il est président de la République de tout le peuple congolais. Il doit, là, à cet instant-là, j'ai dit à cet instant, s'il s'indépendait que de moi,
d'écarter ce qu'on appelle les copinages. D'écarter les gens qui ne servent à rien. Donc les copains. Les copains et tout ça, des gens qui le mettent lui. Parce qu'à chaque ordonnance, on voit, il a nommé tel, on connaît la personne, on voit tout ça, mais il faut comparer les choses, comparer les gens aussi. Quand vous voulez nommer quelqu'un, il faut qu'il y ait quand même une représentativité par rapport à la personne. Il faut que la personne représente quelque chose. Quand la personne ne représente rien, vous le mettez à une disposition de haute responsabilité, cette personne ne fera rien. Donc, ils viennent juste pour prendre l'argent. Ils veulent pour, je sais pas, s'enrichir. Et voilà les dégâts qu'ils font. Ils détournent, sans relâche. Chaque jour, ils détournent de l'argent parce qu'ils savent que non, moi je suis copain ou ami du président et tout ça. Il y a aussi ce laxisme de tous ces gens-là qui volent, qu'on n'arrête pas. Vous voyez, pourquoi? Parce que c'est très très profond. C'est cette histoire de copinage. Il faut qu'ils prennent conscience. Il ne nous reste que quelques années. Très bien. Je sais pas, 3 ans ou 2 ans et 3e année, 4 ans et tout ça. Mais il faut qu'ils prennent maintenant, qu'ils se ressaisissent au fait, qu'ils prennent des bonnes personnes, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils n'aient pas de sentiments, de préjugés, qu'ils fassent quelque chose, révolutionner son État. Il a besoin d'une révolution intellectuelle, une révolution scientifique pour avancer. Ni cela. Je dis, on regarde, nous, on est là, on est écarté, on observe. On est des observateurs, on voit. Vous êtes expert en sécurité et défense. Ouais. Nous avons eu un mandat de 5 ans avec le chef d'État, un 2e mandat. Mais il s'avère que la guerre continue. C'est pas lui qui a commencé. Il est venu trouver cette guerre qui a déjà duré. Ouais. Mais concrètement, est-ce que nous, les Congolais, nous sommes en mesure de mettre fin à cette guerre ou il faut qu'il y ait quand même une communauté internationale pour venir dire non, qu'on arrête? Avons-nous les moyens? Parce qu'on se bat chaque jour pour cette guerre. Et c'est de l'argent qui sort des énergies. Vous êtes un expert de sécurité. Sommes-nous bien préparés? Je vais dire, comme je suis là-dedans, je suis vraiment à fond dedans. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas un secret des polichinelles. Vous voyez, les gens, là où je travaille, là où que je rencontre des gens, je sais. D'ailleurs, c'est un travail que j'ai exercé à peu près 18 ans en Europe, plusieurs années en Europe, hein, dans de grandes officines du monde. Et le président, d'ailleurs, il le sait. Il sait qui je suis. Je n'ai pas quelqu'un à m'inventer. Non, il sait qui je suis. Qu'est-ce que je peux faire pour ce pays? Il sait. Et là, d'ailleurs, je lui dis. Vous lancez l'appel? Non, je lance l'appel. C'est à prendre ou à laisser. C'est le moment. C'est le moment qu'il se ressaisisse. Parce que dire des choses, parce qu'on va aussi décortiquer la Constitution, parce qu'il y a un grand danger qui nous guette par rapport à ce qui est projeté. Vous voyez? Donc, le Congo, franchement pour dire, le Congo a la capacité de bouter tous ces gens-là dehors. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui manque? C'est question d'autorité. C'est question de bonnes personnes. C'est question de gens qui aiment. D'ailleurs, des fois, je me pose la question, je dis, est-ce que le Congolais aime son pays? Pour laisser les gens en train de vous trucider depuis 30 ans, plus de 18 millions de morts, et personne, les gens... Je suis juif, hein. Mais écoute, mais c'est plus que ça. Dans le monde, il n'y a jamais eu de tel massacre. Mais comment on peut supporter cela? Et comment on peut rester inactif? On est dans l'hibernation totale. Les gens ne savent pas comment et pourquoi nous sommes Congolais. Nous avons une nation et nous devons la défendre. Nous devons impérativement la défendre. Mais les gens qui sont là, quand vous mettez des gens, parce que je ne veux pas entrer non plus dans sa façon, de sa vision de nommer les gens, mais
quelque part, je dis tout simplement, il y a un jeu qui se passe, mais ce jeu-là, là, ne n'a pas arrangé de fait. Très bien. C'est-à-dire, nos ennemis, les Rwandais, les Ougandais et le reste du monde. La communauté internationale. J'ai dit nos voisins. Ils savent qu'au Congo, il y a des gars, je dis bien des gars, je dis bien des gars, des hommes capables de leur bouter dehors. Mais il suffit justement, la connotation qui se passe que, non, ce sont des moboutistes. Ce sont des soldats d'ex-phase. Cette caricature-là. Cette caricature-là. Et des fois, je ne sais pas si on lui oblige de ne pas mettre les ex-phases à la tête du système sécuritaire. Du système sécuritaire. Non, pas sécurité, mais de commandement. Tu vois, il faut des gens aguerris. Il faut des gens qui sont experts. Il faut des gens qui sont capables de dire aujourd'hui, nous allons, à l'image disons, de triste mémoire de mon petit Mamadou Ndala. Vous voyez, le jour qu'il avait décidé, je fous le M23 dehors, personne, il a fermé les yeux, les oreilles. Il a foncé. Il a foncé et le M23 était chassé. Voilà. Le Rwanda aujourd'hui, parce que je veux le dire, aujourd'hui je prends l'occasion de dire, parce que cette question-là vraiment me touche et ça me donne vraiment je suis dans un état émotionnel. Je comprends. Vous voyez, le Rwanda aujourd'hui, je parle de cela au président de la République, le Rwanda aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous, Congolais, à cet état aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de bouter le M23 là. Nous ne sommes pas capables. Au-delà des moyens humains, non, pas les moyens. Ça, je ne peux pas le dire ici. Je ne peux pas le dire au cours d'une émission. Mais je dis, je connais, j'ai des éléments, j'ai des données que le Rwanda est plus avancé que nous. Tout ce qu'on est en train de parler là, on parle. Mais le Rwandais avec leur soi-disant M23 et tout ça, leurs supplétifs dans les M23, ils sont à la porte de la Tchopo. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en fait? C'est ça. Nous, les discours, nous les avons eus. Ouais. Les analyses, il y en a des milliers. Oui. Mais la réalité est que les Congolais sont dans une difficulté énorme. Vous évoquez cette partie de la République de la Tchopo. Mais ce sont les Congolais qui y vivent aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Concrètement, je dis, je fais appel au président de la République de se ressaisir. Moi, j'ai participé à 2 événements. Ça, je le dis, tout le monde le sait. J'ai participé à 2 événements qui nous ont amenés aujourd'hui. Pour dire, j'étais le dernier conseiller stratégique du maréchal. Pendant l'avènement de l'entrée de l'AFDEL. Et les mêmes effets produits. Le même problème. Oui, les mêmes comment je dis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Non, l'AFDEL n'arrivera pas à Kinshasa. J'ai eu à m'engueuler, à prendre à partie des gens importants. Pourquoi? Parce que moi, j'étais correct, parce que je voulais absolument faire quelque chose pour le pays. Mais les autres qui étaient corrompus, à l'instar d'aujourd'hui, les gens qui entourent le président, ce sont des gens corrompus, de faible moralité. Tout ne dépend que du souverain le majeur, qui est la population en fait. La population primaire, souverain primaire, voilà. La population. La population doit s'imprégner de ces problèmes, de cette situation, de ne pas vendre notre cœur, de ne pas vendre notre souveraineté, de ne pas vendre notre intégrité. Très important. C'est très, très important. Le président de la République doit, je dis là, on est en train de passer
le verrou, quand on parle de l'avancée de guerre, le Chopo, c'est comme le dernier verrou pour arriver à Kinshasa. Très bien. Vous voyez, deux hypothèses que je vais soulever ici. Soit ces gens-là, allez-y rapidement, soit ces gens-là s'arrêtent là et prennent encore, remontent pour prendre Kisangani, Lualaba et tout ça, Kalemi et tout ça, ils prennent tout ça et s'arrêtent là. Dans l'esprit de créer des négociations. Non, pas de négociations, de créer un autre pays. Ok. De faire la balkanisation. De faire agrandir l'espace. Voilà, de faire agrandir l'espace parce que là, ils nous priveront de tous les minéraux, de toutes les ressources du sous-sol. Ça sera à leur portée. Et nous, du reste, on n'aura plus rien. Vous voyez. Et deuxième hypothèse, soit ils arrivent à la Chopo et ils descendent à Kinshasa pour bouter tout le monde dehors. Alors, dans ce cas, c'est comme je disais, à l'époque de l'AFDEL, on était au four et au moulin. On disait des choses qui se produisaient aussi. On prédisait, parce qu'on avait des données. On voyait les gens, on contactait les gens. C'était comme, c'était une centrale d'information et de communication. Mais les gens qui étaient là, comme ils étaient déjà soudoyés par la communauté internationale, ce sont les mêmes Congolais, les mêmes Zaïrois à l'époque, qui ont trahi leur pays. Et aujourd'hui, ça se passe de la même manière. Ce sont les mêmes Congolais, les compatriotes congolais qui trahissent, qui vendent le cœur, le cœur, donc leur patrie. Ça, le Congo, c'est notre mère. Le Congo, on n'a pas d'autre pays, on n'a que le Congo. Et si les compatriotes ne prennent pas conscience, alors là, on arrivera encore à l'AFDEL 2. Le débat aujourd'hui aussi, c'est sur la Constitution. Il faut toucher quelques articles, ou soit il faut carrément enlever cette Constitution. On parle d'une Constitution qui a été élaborée par des belligérants, entre guillemets, mais pendant 18 ans, nous avons vécu avec. Il y a des gens qui ont prêté serment sur ça. On parle d'une Constitution où il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que c'est un problème de jeu de mots ou il faut carrément aller à un référendum comme déjà ça se dit? Bon, il y a les articles qui stipulent le fonctionnement d'un État et surtout que ces livres-là que je tiens en main, c'est vraiment le soubassement en fait. Non, c'est le centre de l'exercice du pouvoir. Hein? C'est vraiment le centre de l'exercice du pouvoir de notre pays, notre nation. Le Congo se base sur la Constitution. Et la Constitution, c'est l'ensemble des lois qui sont régies pour permettre l'exercice du pouvoir par les autorités. Très bien. Alors, cette constitution-là, élaborée, disons, ça peut être élaboré par des Chinois, tout ça. Moi, je ne veux pas aller dans cette allégation. Dans ce débat-là. Dans ce débat-là, je vois que c'est trop... on perd le temps, en fait. On perd le temps, en fait. On perd vraiment le temps. Il faut aller quand on écrit un livre, en tant que sociologue aujourd'hui, un livre, on l'analyse. Ce livre-là, c'est la Constitution, c'est l'esprit des Congolais. Nous sommes tous liés à ces livres. Nous dépendons de ces livres. Les lois fondamentales nous amènent à respecter le droit. Ok. La Constitution, c'est aussi une partie du droit public. Vous voyez? Quand on parle du droit public, donc c'est-à-dire que l'État est impliqué
C'est pour cela, il y a des articles qui parlent du fonctionnement, du pouvoir, du gouvernement, du peuple, de droits de l'homme, et tout ça est là, inséré dans la Constitution. Mais par rapport maintenant aux articles, il faut maintenant ne pas aller dans des articles phares. Là, on nous parle de l'article 218, 219, de 218 jusqu'à 220, qui nous parle de la révision constitutionnelle. Or, je voudrais dire aux gens qui s'amusent au jeu de mots, les gens prennent ça à la légère. C'est-à-dire que moi, je suis là, je deviens constitutionnaliste, je peux dire n'importe quoi, et parce que ça n'engage que des gens qui pensent être au devant de la scène ou au-dessus de tout le monde. C'est eximant. Voilà. Or, il y a des gens aussi plus outillés, capables aussi de répondre à leurs préoccupations. Vous parlez de l'article 218. Or, avant d'arriver à l'article 218, il faut commencer par d'autres articles que j'ai retenus ici. Je prendrai par exemple l'article 5. On va prendre l'article 5. Je vais lire rapidement, comme ça. Je vais détailler jusqu'à arriver au point focal, qui est le changement ou la révision de la Constitution. Très bien. Voilà. Donc, nous prenons l'article 5 ici, qui stipule la souveraineté. Hein? La souveraineté nationale appartient au peuple. Vous voyez? Or, ce peuple-là n'a jamais été pris en considération jusque-là. Parce que les gens qui sont au pouvoir prennent des décisions sans consulter le peuple. Le peuple ne vient qu'en dernier. En fait, il n'est pas impliqué comme tel dans de grandes décisions. Comme on est là, c'est une grande décision. Mais quand on évoque le référendum, par exemple, on dit qu'on va aller au référendum pour consulter le peuple. C'est une façon de donner la parole, la chance. Mais le référendum vient quand? Quand le débat, où on n'arrive peut-être pas à se quand les deux chambres déjà statuent, voilà, ils prennent des articles, nous allons changer ceci, nous allons cela, et nous venons au référendum pour demander au peuple, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Vous voyez, tout est boutiqué déjà à l'avance. Et le peuple, qu'est-ce qu'il aura à dire? Vous imposez, au fait. Ben non, comme les élections, on nous a imposé des gens. Ah, c'est de la même manière. Mais est-ce qu'en âme et conscience, vous ne pensez pas qu'il y a des articles qu'on doit retoucher là-bas, où il y a encore des dispositions qu'on doit revoir? Je suis parfaitement d'accord avec le président de la République. Je suis d'accord avec cet esprit-là de changer cette constitution. Il faut absolument la changer, l'adapter à notre monde, aux réalités, à notre mode de vie. Si la Constitution ne cadre pas à votre mode de vie, c'est-à-dire que vous êtes en train de vivre hors. Parce qu'il y a les coutumes, il y a beaucoup de choses qui fait que dans la Constitution, dans l'environnement, oui, comment nous vivons. Nous parlons ici de la parité. Il y a aussi ce problème de la parité. Il y a aussi ce fameux problème de gouverneurs. J'ai eu entendre qu'on a sursoir ce problème des élections et des gouverneurs, qui est des gouverneurs nommés, comme dans le passé. Ça pourrait peut-être rebooster d'une partie de la République. Il y a pas mal de dossiers à faire. Pour le gouverneur, je suis d'accord avec le président. Vous savez, quand vous nommez un natif d'un territoire, qu'est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il est chez lui, il est dans son village. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et puis, il prendra qui comme collaborateur? Ses frères. Ses frères. Et on va parler ça dans le langage du village. Hein? Vous voyez, dans l'administration là-bas, on parle nos langues, je sais pas, vernaculaires. Donc, c'est comme ça. Donc, le fait de nommer un gouverneur qui vient d'une autre province, aller travailler dans une autre, comme c'était le cas à l'époque
du Zaïre. Et puis suspendre aussi les assemblées provinciales aussi. Même le Sénat, je crois qu'il faut... Bon. Ce que le Sénégal a fait, le Sénégal évolue comme oui. Tout ça, il faut, si c'est budgétivore, comme on dit, le Sénat est budgétivore, donc pour rien, qu'est-ce qu'ils font? Il faut se poser la question. Et pourquoi? Si on veut l'adapter, là. C'est un vrai débat qui s'ouvre. C'est un vrai débat qui s'ouvre. Mais, oui. Mais il faut qu'il y ait des gens conscients, des gens qui sont inspirés de la nature de la chose. Pas des gens qui se disent, moi je suis constitutionnaliste, docteur en droit constitutionnel, donc des gens là sans capacité, sans esprit, sans âme. Vous voyez, ça c'est notre esprit, ça c'est notre âme. Et les gens qui doivent toucher à ces livres doivent aussi avoir l'âme. C'est-à-dire, la Constitution donne les droits aux dirigeants, par exemple au président de la République, d'exercer un pouvoir sur un peuple, sur les Congolais, et pour l'intérêt des populations, pour l'intérêt national. Pour l'intérêt national. Ce n'est pas pour des individus. Parce que là déjà, dans la caricature où nous vivons, il y a des gens qui ont pris le pays en otage. Si tu n'es pas dans cette... Politiquement, vous voulez dire? Oui, politiquement. Ils ont pris le pays, c'est une oligarchie qui s'est créée depuis, mais les gens ne se rendent pas compte. Tel a été ministre, tel a été ceci, tel là, il est là, son fils, il est là, sa femme, il est là, son cousin, il est là, ses enfants. C'est entre eux maintenant. S'il faut partager les pouvoirs, on appelle qui? Les membres du clan. On appelle le membre du clan, l'oligarchie là. On connaît les têtes des gens qu'on appelle. Est-ce que ces gens-là sont plus que le peuple congolais? Mais dans ce cas, que dans le peuple congolais, dans ce cas, quand vous évoquez, donc devant là, ce débat aussi. Voilà. C'est important de revoir la Constitution. Oui, bien sûr. C'est important. C'est peut-être la crainte, c'est peut-être le troisième mandat. Je comprends. Bon. Mais le chef d'État l'a dit ouvertement que je n'ai jamais voulu qu'il y ait un troisième mandat. Non. Il faut aller attention aussi. Non, il faut aller. Les politiciens que vous êtes. Il faut aller maintenant c'est comme j'ai dit, l'esprit. Et que dit la Constitution? Partout dans le monde. Je vais parler ici de constituants, du pouvoir du constituant ordinaire. C'est-à-dire, il y a un vide juridique. Il y a un coup d'État. Il y a un bouleversement étatique. C'est des exemples. Hein. Des exemples. Ok. Les gens qui arrivent là, je prends carrément, Mobutu était là, il y avait la constitution zaïroise, Laurent Désiré Kabila arrive par un coup d'État et il change la constitution. Parce qu'il y a un vide juridique, il n'y a pas un texte. Ce texte-là est caduc. Du moment où il y a un changement, on dit brusque, en fait. Un changement brusque. Or, dans le constituant maintenant, dérivé, on parlera maintenant de la révision constitutionnelle. Dans la révision. C'est-à-dire, ces livres-là existent. Et l'État est là. Les institutions sont là. Donc, on ne peut pas toucher, on ne peut pas dire. Il faut faire très, très attention. Les gens qui se disent, on va changer. Changer, donc, en fait, c'est dire, on fait un coup d'État constitutionnel. Vous voyez, c'est un danger. C'est un danger. On peut changer tout ce qu'on veut dans la révision. Et si cela donne un autre mandat au président de la République, donc, bon, oui, ok, ça marchera comme ça parce que le texte le dit. Mais il ne faut pas s'hasarder ou prendre à l'idée que nous allons changer la Constitution. Changer la Constitution dans quelles circonstances? De fait. Et le contexte aussi. Et le contexte. J'ai dit, c'est ça justement, le contexte. Ça veut dire quoi? Changer la Constitution. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils disent? Changer la Constitution quand il y a un vide juridique.
les constituants originaires. Excusez-moi, monsieur Patrice Kobangué, je rappelle que vous êtes l'invité de cette émission Écopole, diffusée chaque jeudi. La rediffusion, c'est le vendredi. Vous êtes expert en sécurité et défense, analyse politique. Nous sommes en train d'échanger sur la République démocratique du Congo. Il y a une question qui me taraude l'esprit. En fait, c'est l'énergie que vous, les politiques, vous mettez pour des sujets, par moment, qui ne sont pas encore importants pour l'instant, alors que vous oubliez les vrais soucis des populations, les vrais soucis des bases. Ouais. Parce que maintenant, les populations attendent de plus de voir le social, de voir l'économie, de voir la santé. Vous vous focalisez, vous entrez dans une nouvelle danse qui risque de nous prendre 3 ans, 4 ans. Mais le social n'a pas évolué. On fait comment? L'impression que les politiciens donnent pour chuter, vous êtes plus pour vos intérêts que pour les populations. Bon, vous savez quand ça arrive, je dis c'est une catégorie des gens qui pensent que l'argent fait tout, en fait. Quand je suis chef, j'arrive à un poste, je dois impérativement devenir voleur. Moi, j'ai un père qui a travaillé dans l'administration. Il n'a pas volé, mais il nous a laissé un patrimoine. Il n'a pas volé. Aucun moment on est venu dire non, mais M. Kobangué a volé, il s'est acheté malversation, il a acheté telle maison, parce qu'on en a. Ce n'est pas pour... On en a beaucoup. Mais le monsieur là qui a travaillé là, il a travaillé depuis qu'il était vraiment au petit service jusqu'à devenir terminé comme je sais pas, DG de la douane, au cadre de la République. Oui, au cadre de la République. Vous voyez, mais c'est quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qui a gardé son honneur. À cette époque-là, je parle même de nos parents. Je respecte nos parents parce que nos parents ne se sont pas amusés à détruire le pays comme nous le faisons aujourd'hui. Mais vous êtes de la génération de ces pères-là, des années 60, juste après, vous êtes les héritiers. Je parle de manière générale. Mais comment vous n'avez pas su capitaliser ces valeurs que vous évoquez maintenant? Mais est-ce qu'on a vécu, nous tous, de la même manière? C'est question d'éducation. C'est question d'éducation. Quand vous mettez un père qui a volé, vous mettez son fils, il deviendra voleur. C'est simple, c'est clair. Non, mon père avait volé. Tu voyais la maison là que nous habitons là, les voitures là, tout ça là, c'est l'argent du vol, de corruption, machin et tout et tout. Dans votre conscience, vous savez que non, notre papa a volé. Et eux aussi n'auront pas peur de voler. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous tournons pratiquement vers la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire en peu de mots? Avant de prendre peut-être en 1 minute, si le crédit va le permettre, de parler de la commune de Bondalungwa, qui est pratiquement votre base, votre fief, qui vous a vu grandir. Bandal se porte mieux, mais c'est... Qu'est-ce qu'on peut conclure d'abord pour la République, en peu de mots? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire de mise en garde? Parce que là, le débat sur la Constitution, c'est un débat qui va continuer dans la durée. Le débat qui va continuer, mais je vais quand même lire un article vraiment focal. L'article qui nous amène, les socles de toutes les discussions, de ce que le président a tendance à un projet de faire, au fait. Cet article-là, les gens parlent de 218, attends, je vais lire ça rapidement. Rapidement, allez-y. Pour que les gens comprennent. On va parler de cela. Parce que c'est notre pays et nous devons avoir la souveraineté. De la première page jusqu'à la fin, on nous parle de la souveraineté territoriale. L'intégrité. Très important. Voilà. Et là, dans l'article 218, qui stipule ceci. Non. 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est quoi ça?
au fait? Qu'est-ce qui se cache derrière cet article-là? C'est un peu ambigu. Mais les explications sont pas trop claires. J'ai suivi le débat sur ce sujet. Chacun veut tirer le drap de son côté. Et c'est par moment les gens, parce que moi en un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? Voilà. Je ne veux pas entrer dans le débat stérile, en fait. Les opposants qui changent de casquette du jour au lendemain ne prennent pas conscience ou veulent détourner l'attention des gens pour dire que non, cet article-là, on donnera une partie du territoire s'il y a cas. Mais là encore, il y a encore un article qui dit que la souveraineté est au peuple. Si le peuple décide, oui. Si le peuple ne décide pas, pour ne pas entrer dans les articles, mais c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas le président Félix qui va se décider, qui va se lever un jour pour dire que non, je donne cette partie au Rwanda. Ah non, ça c'est une trahison. Il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire. Il y a des mécanismes, on rentre dans un mécanisme qui dit que bon voilà, et sur cet article-là, ce n'est pas seulement le territoire. Il y a aussi la monnaie, il y a beaucoup de choses. Mais il faut l'enlever comme il y a ambiguïté et c'est pas clair. Il faut l'enlever de notre constitution pour ne pas tirer que les gens aillent dans le sens de dire que non, ben voilà, par rapport à cet article-là. Et il y a aussi un article, pour terminer du côté République, il y a l'article qui dit aujourd'hui, on ne peut pas changer la Constitution. Je ne vais pas entrer dans l'article pour gagner du temps. On ne peut pas changer ou modifier la Constitution pendant qu'on est en état de siège, de guerre. Mais pourtant, le débat, il commence maintenant. Voilà. Voilà qu'est-ce qui va se passer. C'est ce que je dis. Hein. Moi, dans mes analyses, je vois les dangers qui guettent. Allez-y rapidement. Rapidement, c'est quoi? À supposer que cela s'efface. On change la Constitution. On rentre à la 4e République. Les territoires qui sont occupés aujourd'hui, qui n'ont pas été impliqués dans la formulation de la nouvelle Constitution, ces gens-là, en plus nous savons que ce sont des Rwandais qui sont là, qui ont occupé notre territoire. Ces gens-là vont se dire quoi? Voilà, la nouvelle République ne nous concerne pas. Ne nous concerne pas. Nous n'avons pas été associés. Non, on ne connaît même pas ça. Nous allons recréer notre constitution. Voilà, nous allons recréer maintenant notre constitution. Nous allons demander maintenant, ils vont tout simplement écrire à l'ONU, nous demandons l'autonomie de ces territoires-là. On rentre dans la balkanisation de notre pays. C'est la dangerosité au fait de ce la débat. Dangerosité de cet article-là ou de circonstances dans ce contexte que nous sommes aujourd'hui. Monsieur Patrice, on arrive pratiquement à la fin. En peu de mots, Bandal représente quoi pour vous? Bandal, c'est mon village. Bandal, c'est mon village. Bandal, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai vu. Quand je suis ici, je vois malheureusement que nous perdons nos mamans, nos papas, ils sont tous partis. Nous avons nos soeurs, nos frères et tout ça, nous rencontrons de temps en temps. Et ça fait du bien, en fait. Quelqu'un qui n'a pas d'attache à sa terre natale est un homme perdu. Vous voyez. Mais le comble est que dans Bandal, on nous met des gens qui ne sont pas nés de Bandal, qui ne sont pas des natifs de Bandal, par exemple, des gouverneurs, des bourgmestres là. Je me pose la question, quand je regarde les rues de Bandal, qui se meurt, c'était la zone phare, c'était la commune pilote, c'était la commune pilote des autres communes. Et quand on voit les rues, on voit les avenues. Aujourd'hui, il n'y a plus de goudron. C'est aujourd'hui terre battue. Les goudrons laissés à l'époque des Belges. À l'époque des Belges. Et je me pose la question, qui c'est qui viendra pour redorer le blason terni
de Bandal. Est-ce que c'est le gouvernement-là? Est-ce que le gouverneur de la ville? Est-ce que comment, par quelle magie, on aura encore un Bandal embelli avec des nouveaux... Avec ces surpopulations, il faut le dire, à l'époque, la population n'était pas... Peu importe, mais on voit la physionomie, on voit, peu importe, les gens peuvent venir de tout part, on s'en fout, mais la situation, disons, calamiteuse que nous vivons dans Bandal aujourd'hui, c'est préoccupant. Non, on ne peut pas vivre de la crasse. Bandal, c'était comparatif à la Gombe. Les gens qui habitaient Gombe venaient à Bandal. Et vice-versa. Et nous, on étudiait où? On étudiait à la Gombe. Kalina ou Collège Boboto. Oui. Donc c'était comme ça. Les gens de Bandal, c'était comparatif, c'était des intellectuels. Hein? Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire sur ça. Ouais. Je suis dans un passé bientôt pas trop longtemps. Nous allons revenir pour faire toute une émission sur la commune de Bandalonga. C'est aussi important, les grands quartiers, ça les personnes qui sont nées, qui ont grandi, qui font la politique, qui animent les institutions, la vision, l'histoire un peu de Bandal. Nous allons le faire avec vous. Je vous promets dans pas trop longtemps où nous allons le faire vraiment en toute conscience. Je vais profiter pour dire ça, entre parenthèses, je vais profiter d'appeler tous les noteurs, tous les gens, vraiment nos papas, pour qu'on garde ce souvenir-là d'eux, ce qui nous reste là, c'est notre richesse. Nos papas là, ils nous parleront de comment était Bandal. Voilà. Très ravi de le faire. Voilà. En tout cas, grand merci. Vous savez, à la télé, c'est le temps. Ouais. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que dans moins de mois, vous allez encore revenir où nous allons faire évoluer l'actualité avec le débat sur la condition. Parce que cette semaine, il y en aura beaucoup de personnes qui vont réagir. Nous allons revenir peut-être mi-décembre pour essayer de reprendre l'actualité sur la condition et donner aussi votre expertise. Ouais. Merci à vous. Vous avez un dernier mot à dire, des salutations rapidement? Salutations, je salue ma sœur Brigitte Toto, la famille Toto. Je salue mes enfants. Nous sommes en Europe. Ma fille Jennifer Kobongue qui est là et ma fille Christelle avec son mari Christelle Kobongue qui est aujourd'hui mon beau-fils Isaac Chimini qui sont là. Donc voilà, c'est ma famille proche et mes amis aussi de Bandal. Mes amis, bon voilà, justement mes amis de Bandal, nous sommes à CFK, cercle de fraternité de Kinshasa. C'est là où on se retrouve. Et puis mes amis aussi de Maïko, mes frères de l'internat, là où on a étudié ensemble. Voilà, donc tout ça, tout ce monde-là, c'est... En tout cas, merci beaucoup. Je dis merci à toute la grande équipe technique, à Freddy Takidi qui a tenu de mettre pratiquement les 2 caméras. Merci à tous les fidèles téléspectateurs de Karakin Télévision, à tous les internautes qui nous suivent à travers le monde, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Afrique du Sud, dans le Congo profond. Nous vous disons merci. Si vous avez des suggestions et qui écrivez, nous allons les renvoyer à M. Patrice Kobangue et sûrement, je vous ai promis qu'il va revenir dans un avenir très proche. Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye.